Quand on parle des profondeurs du cosmos, on imagine souvent quelque chose d'infiniment loin. Comme si c'était seulement une question de distance, une course vers l'extérieur de notre monde, toujours plus haut, toujours plus loin. Un peu comme un explorateur qui marcherait sans fin vers l'horizon. Mais ce n'est pas seulement ça. Les profondeurs du cosmos, ce n'est pas juste des milliards d'années-lumière à parcourir. C'est aussi des milliards d'années à remonter. C'est le temps lui-même qu'on traverse. Et ça, c'est une idée assez folle. Quand on regarde le ciel, la nuit, on croit voir le présent. On se dit que ces étoiles brillent maintenant. Mais non, c'est ça les profondeurs du cosmos. Ce n'est pas seulement un espace immense à explorer. C'est une archive, un immense musée de lumière, une sorte de machine à voyager dans le temps. Chaque photon qui arrive dans nos télescopes est comme un message envoyé depuis un passé lointain. La plupart ont voyagé des milliards d'années dans le vide, ont traversé des nuages de poussière, ont échappé à de potentiels trous noirs pour finir dans nos yeux. Ce qu'on regarde quand on observe loin, ce n'est pas seulement un paysage, c'est une histoire, l'histoire de l'univers. Et ce mystère-là, il nous fascine depuis toujours. Bien avant la science moderne, les humains ont levé les yeux vers le ciel, noir et brillant. Ils ont cherché à comprendre. Ils ont inventé des récits, des dieux, des constellations. Ils ont projeté leurs mythes dans ces profondeurs invisibles. Parce qu'il y a quelque chose de vertigineux dans le simple fait de se dire « Qu'est-ce qu'il y a là-bas, derrière ce ciel noir, derrière ce rideau d'étoiles ?» Puis, la science est arrivée, et avec elle, les premiers instruments. Et Galilée a pointé sa petite lunette vers Jupiter, et il a vu des lunes tourner autour. Et déjà, ça changeait tout. Puis au fil des siècles, nos nouveaux yeux se sont perfectionnés. On a découvert que notre Voie lactée n'était qu'une galaxie parmi d'autres, qu'il y en avait des milliards répartis dans toutes les directions. On a découvert que l'univers était en expansion, qu'il y avait une histoire, qu'il y avait un début. Chaque génération de télescopes a repoussé un peu plus loin cette frontière, comme si on creusait couche par couche ce qui nous limitait dans nos observations. Hubble par exemple, le télescope spatial lancé dans les années 90, a changé notre vision du cosmos. Quand il a été pointé vers un coin du ciel apparemment vide, on a découvert qu'il y avait en fait des milliers de galaxies toutes différentes. Certaines minuscules, d'autres immenses, certaines très vieilles et d'autres très jeunes. C'était un choc. On pensait regarder le néant et on a trouvé un trésor. Et pourtant, Hubble n'a pas pu tout révéler. Il y a une limite à ce qu'il peut voir, une limite fixée par la lumière elle-même. Quand on regarde de plus en plus loin, la lumière devient de plus en plus rouge, étirée par l'expansion de l'univers. À un moment, elle sort du domaine visible, et elle devient infrarouge. Et là, Hubble est aveugle. Car Hubble n'est sensible qu'aux ultraviolets et à une partie de la lumière visible. C'est exactement là qu'entre en jeu James Webb. Ce n'est pas une petite mise à jour, c'est un regard complètement différent. James Webb, c'est un télescope conçu pour l'infrarouge. Ça veut dire qu'il peut capter cette lumière rouge qui a voyagé depuis les premiers temps de l'univers. Cette lumière invisible à l'œil humain. Il peut en quelque sorte traverser la poussière, atteindre des époques qui étaient encore hors de portée. C'est pour ça qu'on dit souvent que James Webb est une machine à remonter le temps. Parce qu'il nous montre pas seulement ce qu'il y a là-bas, il nous montre ce qu'il y avait avant. Des galaxies minuscules qui viennent à peine de naître. Des étoiles qui allument leur feu pour la première fois. Les toutes premières structures qui, petit à petit, donneront l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une prouesse technique, c'est une révolution dans notre façon de voir le cosmos. Parce que ce télescope ne fait pas que donner des images spectaculaires. Il donne accès à un pan d'histoire qui nous manquait. Et ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis des décennies. On pourrait presque dire que James Webb n'est pas un télescope comme les autres. C'est une clé pour ouvrir une porte qui jusque-là était fermée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de James Webb. Vous allez voir, c'est hyper fascinant parce que c'est un télescope qui a fait de grandes découvertes et je pense que vous connaissez tous déjà. Juste avant qu'on commence, j'ai une petite question pour vous. En fait, moi je me demandais récemment depuis combien de temps vous me suiviez, depuis combien de temps vous m'avez découvert. Du coup, j'aimerais vous poser cette question. Vous m'avez découvert avec quelle vidéo? C'était quoi la première vidéo que vous aviez vue de moi? Je pense que certains d'entre vous répondront peut-être la vidéo sur les trous noirs, le documentaire, ou alors la théorie des cordes, parce que c'est les deux plus grosses vidéos de ma chaîne qui ont le plus marché et qui ont le plus plu.
Donc peut-être que c'est celle-là. Voilà, je sais pas, dites-moi du coup, mais je suis très intrigué de savoir depuis combien de temps vous me suivez et c'était quoi la première vidéo que vous aviez vue. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaise tout le temps. De notre côté, on fait le maximum pour faire toujours plus et toujours mieux. Et si jamais vous souhaitez m'aider à écrire les vidéos de la chaîne, eh bien, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail suivante, contact@zebrodos.fr. En fait, actuellement, je recherche activement une personne qui pourrait m'aider sur cette tâche-là. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos motivations, pourquoi vous êtes intéressé, vos disponibilités, etc. Et on va voir ce qu'on peut faire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Merci à tous ceux qui me suivent sur mon podcast Mystère Étoile. Merci à tous les membres de la chaîne qui peuvent voir les vidéos en avant-première. Pour rejoindre la chaîne, le QR code s'affiche ici, le lien est en description et ou en commentaire épinglé. Enfin bref, ça vous avez l'habitude. Et sur ce, c'est parti. Quand on dit les profondeurs du cosmos, ça peut sonner un peu vague. C'est comme si c'était une manière poétique de parler de l'espace lointain. Mais en astronomie, ça veut dire quelque chose de bien précis. C'est à la fois une question de distance, mais aussi une question de temps. Parce que quand on observe le ciel, on ne regarde jamais le présent. On regarde toujours dans le passé. J'en ai parlé au début sans l'expliquer. Mais oui, on peut littéralement remonter le temps en regardant quelque chose de lointain. Et ça vient d'un détail qui paraît anodin, mais qui change tout. La lumière ne voyage pas instantanément. Elle a une vitesse. Elle se déplace très vite, certes, 300 000 km par seconde, mais ce n'est pas infini. Ça veut dire qu'entre le moment où la lumière quitte une étoile et le moment où elle arrive dans le télescope, il s'est forcément écoulé du temps. Pour le Soleil, ce délai est court, seulement 8 minutes. Autrement dit, quand on lève la tête, on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes, pas tel qu'il est maintenant. Si d'un coup il disparaît, personne sur Terre ne le saurait avant 8 minutes. Certains pourraient se dire que des satellites proches du Soleil ont juste besoin d'envoyer un message pour nous avertir avant. Mais ces messages ne sont rien d'autre que des ondes radio qui se déplacent aussi à la vitesse de la lumière. Parce qu'on oublie que la lumière ne se déplace pas qu'à la vitesse de la lumière. C'est aussi la vitesse la plus rapide de l'univers. Rien ne peut la dépasser. Et pour ceux qui pensent à la téléportation quantique, au risque de vous décevoir, on ne peut pas transmettre d'informations avec cette méthode. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon, revenons sur voir loin, c'est voir dans le passé. Imaginez une étoile située à 100 années-lumière. La lumière qu'on reçoit aujourd'hui est celle qui est partie il y a 100 ans. Elle a voyagé à travers l'espace pendant un siècle pour venir nous atteindre. Donc, comme on capte la lumière qui a été envoyée il y a un siècle, on voit l'étoile telle qu'elle était il y a un siècle. Et si on remonte encore plus loin, à 1 milliard d'années-lumière, on observe un univers qui a 1 milliard d'années de moins que le nôtre. Et ça, c'est vertigineux. Plus on va loin, plus on recule dans le temps. On n'observe pas seulement des endroits éloignés, on observe des époques révolues. Bien sûr, ça fonctionne dans les deux sens. Si des extraterrestres vivant sur une planète située à 65 millions d'années-lumière et pointeraient un télescope ultra puissant en direction de la Terre, ils ne verraient pas des humains, mais des dinosaures. C'est ici qu'il faut distinguer deux notions, la profondeur spatiale et la profondeur temporelle. La profondeur spatiale, c'est la distance pure, comme si on mesurait avec une règle géante. C'est l'échelle des années-lumière, des millions, des milliards. Mais la profondeur temporelle, elle, c'est l'ancienneté des phénomènes qu'on observe. Et dans l'univers, ces deux profondeurs sont liées. Pour accéder au passé, il faut aller loin. Et pour aller loin, il faut accepter de ne voir que ce qui est déjà terminé. Le problème, c'est que cette lumière qu'on cherche à capter n'est pas très simple à récolter. Elle traverse un espace qui n'est pas totalement vide. Entre nous et ces galaxies lointaines, il y a des nuages de gaz, des poussières cosmiques, des champs magnétiques, parfois même d'autres étoiles. Tout ça peut absorber la lumière, la dévier, la brouiller ou carrément la bloquer. Du coup, les profondeurs du cosmos ne sont jamais parfaitement transparentes. Elles ressemblent plutôt à une immense mer agitée, où la lumière doit naviguer, éviter les obstacles, et parfois elle se perd en chemin. Et même quand rien ne l'arrête, il reste encore un autre problème. Plus un objet est lointain, et plus sa lumière est faible. Une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière brille toujours. Mais pour nous, elle apparaît comme une petite tache quasi invisible. C'est comme essayer de voir la flamme d'une bougie depuis l'autre bout de la Terre. Plus on veut aller loin, plus il faut des instruments sensibles. C'est pour ça qu'on construit des télescopes toujours plus grands, toujours plus précis. Mais il y a une autre subtilité. La lumière, ce n'est pas qu'une seule chose. Il existe différents types de lumière qu'on distingue par ce qu'on appelle les longueurs d'onde. Il y a la lumière visible, celle que nos yeux perçoivent. Mais il y a aussi l'infrarouge, l'ultraviolet, les ondes radio, les rayons X, les rayons gamma. Chacun de ces types de lumière interagit différemment avec la matière. Et ça change complètement ce qu'on peut observer. On le constate même sans faire d'astronomie. La lumière visible traverse le verre, sinon
on n'aurait pas de fenêtre. Mais elle ne traverse pas un mur évidemment. L'ultraviolet, lui, est bloqué par le verre. C'est pour ça qu'on ne peut pas bronzer derrière une vitre. L'infrarouge, par contre, peut passer à travers certaines choses qui bloquent le visible. Le principe des caméras thermiques qui voient la chaleur même dans l'obscurité. En astronomie, c'est pareil. Chaque type de lumière a sa manière de traverser ou non la matière. Par exemple, la lumière visible se fait facilement bloquer par des nuages de poussière. L'ultraviolet est encore plus fragile. Il se fait absorber presque immédiatement par n'importe quel nuage de gaz. A l'inverse, l'infrarouge, qui correspond à des longueurs d'onde plus longues, peut traverser ces nuages sans problème. Pour nos yeux, on ne voit presque rien. Mais si on avait des lunettes qui captent les rayons infrarouges, tout d'un coup, les formes apparaissent clairement. Donc, si on se limite à la lumière visible, on rate une grande partie du spectacle. Donc avec un télescope infrarouge, on peut voir à travers ces nuages de gaz qui nous bloquent la vue. Les ondes radio, elles, peuvent traverser des régions encore plus denses et nous révéler des phénomènes cachés. Les rayons X, au contraire, viennent surtout des zones ultra-énergétiques comme les disques autour des trous noirs. En gros, chaque longueur d'onde est une fenêtre différente ouverte sur le cosmos. Et chaque fenêtre nous montre une facette particulière. Si on ferme une fenêtre, on a une vision partielle, tronquée. Si on ouvre plusieurs fenêtres, on commence à voir l'ensemble, un peu comme si on assemblait un puzzle. Donc, quand on parle des profondeurs du cosmos dans un langage scientifique, ce n'est pas seulement très loin. C'est une sorte de voyage combiné dans l'espace et dans le temps, à travers des obstacles naturels avec des fenêtres qui s'ouvrent et se ferment sur la longueur d'onde qu'on choisit. Ça demande de jongler entre ces filtres, entre ces limitations, pour reconstruire le vrai visage de l'univers. Et ce visage n'est jamais simple, jamais donné d'un seul coup. Il se dévoile morceau par morceau selon la lumière qu'on arrive à attraper. Et c'est là que les grands télescopes modernes comme James Webb prennent tout leur sens, parce qu'ils sont justement conçus pour ouvrir de nouvelles fenêtres, franchir de nouveaux obstacles, aller chercher des photons qui ont voyagé des milliards d'années à travers toutes ces couches de matière et de temps. Quand on lève les yeux vers le ciel, certaines régions semblent complètement vides. On pourrait croire qu'il n'y a rien, juste un noir profond, calme, silencieux. Mais ce n'est qu'une illusion. Cette impression de vide, c'est souvent parce que nos yeux, eux, ne voient qu'une toute petite partie de la lumière disponible. On n'a accès qu'à la lumière visible, ce spectre étroit que nos yeux peuvent capter. Et le reste, tout ce qui est en dehors de cette bande, pour nous, c'est invisible. Alors, des régions qui paraissent noires peuvent en réalité être des véritables fourmilières d'étoiles, de galaxies, de nuages, de poussière ou même de trous noirs. Mais dont la lumière ne passe pas ou est trop faible pour être détectée par nos yeux. Comme on l'a vu, la longueur d'onde joue un rôle central. Mais ce n'est pas seulement une question de longueur d'onde. Le temps d'exposition est aussi crucial. Plus un télescope reste longtemps à observer une région, plus il peut accumuler de photons, ces minuscules paquets de lumière, et détecter des sources très faibles. C'est comme si on prenait une photo dans une pièce sombre. Si l'appareil ne capte qu'un instant, tout est noir. Mais si on laisse le capteur ouvert quelques secondes ou minutes, la scène devient visible. Les détails apparaissent. En astronomie, on parle souvent de temps d'intégration. Les objets lointains ou faiblement lumineux exigent de très longs temps d'exposition. Et c'est là que les télescopes modernes font la différence. L'infrarouge est devenu l'un des outils les plus puissants pour percer les zones qui paraissent vides. On sait d'ailleurs que les nuages de poussière dans lesquels naissent les étoiles par exemple sont opaques dans le visible et l'ultraviolet. Mais l'infrarouge les traverse, presque sans encombre. Pourquoi ? Parce que ces grains de poussière sont extrêmement petits, de l'ordre de microns, donc 1/1000e de mètre, et que la lumière infrarouge a une longueur d'onde beaucoup plus grande. Quand une onde est beaucoup plus longue qu'un obstacle, elle le contourne plutôt que de s'arrêter dessus. C'est la raison pour laquelle le James Webb Telescope peut détecter des étoiles en formation à l'intérieur de ces nuages, ou repérer des galaxies si lointaines que leur lumière est refroidie et décalée vers l'infrarouge par l'expansion de l'univers. Mais l'infrarouge n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Avant James Webb, les astronomes utilisaient déjà des méthodes pour explorer ces régions cachées. La radio, par exemple, permettait de voir à travers de vastes nuages de gaz, révélant les pulsars ou des régions actives dans les galaxies. L'optique, même si limitée par la poussière et la distance, a donné les premières images détaillées des étoiles et des galaxies proches. Chaque avancée technique, chaque type de détection a été un pas pour passer le voile de l'univers. Mais la vraie révolution, c'est l'infrarouge avec des instruments suffisamment sensibles et précis pour capter des signaux extrêmement faibles venus de très loin, tout en évitant les interférences de l'atmosphère terrestre. James Webb Telescope, justement, est conçu pour ça. C'est un télescope spatial, donc il n'y a pas l'atmosphère terrestre qui absorbe une grande partie de l'infrarouge.
Il fonctionne avec plusieurs instruments qui couvrent différentes longueurs d'onde dans l'infrarouge moyen et proche. Ces capteurs sont extrêmement froids, souvent à quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu, pour éviter qu'ils ne soient eux-mêmes des sources de lumière infrarouge. L'idée, c'est que tout ce qu'on détecte provienne de l'univers, pas de son propre échauffement. Son miroir principal est gigantesque, 6,5 mètres de diamètre, constitué de segments qui se déploient et s'alignent avec une précision incroyable. Cette taille lui permet de capter des photons extrêmement faibles, venant de galaxies formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Le télescope James Webb fonctionne un peu comme un appareil photo ultra sophistiqué. Chaque photon reçu est converti en signal électrique par ses détecteurs, qui comptent ces photons et mesurent leur énergie pour déterminer la longueur d'onde exacte. Avec ces données, les astronomes peuvent reconstruire des images et analyser la composition chimique des étoiles, des galaxies, voire détecter des molécules dans l'atmosphère d'exoplanètes. Mais tout ça repose sur une combinaison subtile. La taille du miroir pour capter plus de lumière, la sensibilité des capteurs pour détecter les signaux faibles, et le fait de se placer dans l'espace loin de toute interférence terrestre. Imaginez un coin de l'univers profond et ancien. Mais ce n'est pas un seul objet comme une nébuleuse ou un amas. Non, il s'agit d'un champ profond contenant des milliers de galaxies dans une minuscule portion du ciel. Ce lieu, c'est Hubble Ultra Deep Field, un champ minuscule dans l'hémisphère sud céleste, révélé il y a plus de 20 ans par Hubble. En 2004, le télescope spatial James Webb pointait vers une zone du ciel vide, sans étoiles brillantes, sans nébuleuse apparente. Pendant des semaines, il a capté la lumière la plus faible, la plus ancienne, venue des confins du cosmos. Résultat, une image iconique. Le Hubble Ultra Deep Field dévoile près de 10 000 galaxies dans un espace minuscule. Des milliers de galaxies de toutes formes, toutes couleurs, toute époque, surgissant dans une infime parcelle du ciel. L'image haute définition s'étalant dans les médias du monde entier dévoilait des galaxies âgées de moins de 800 millions d'années. De véritables fenêtres vers l'aube de l'univers. Cette image est rapidement devenue emblématique. Un spectacle à couper le souffle, parce que pour la première fois, nous regardions le passé de l'univers sous un nouvel angle. C'est la première fois qu'on observe aussi loin dans l'univers, qu'on observe des galaxies datant de moins de 800 millions d'années après le Big Bang, qu'on observait l'univers dans ses premiers instants. Et voilà que, 2 décennies plus tard, c'est James Webb qui braque son regard vers cette même parcelle. Mais cette fois-ci, dans des longueurs d'onde invisibles à nos yeux, mais révélatrice d'un monde secret. Grâce à l'association du MIRI dans l'infrarouge moyen et de la NIRCam dans le proche infrarouge, James Webb révèle une image où on y découvre des milliers de nouveaux détails. Les couleurs rouges orangées sont celles de l'infrarouge moyen. Elles représentent des galaxies dont la concentration de poussière est élevée. Mais surtout, des galaxies avec des formations stellaires abondantes ou un noyau galactique actif en leur centre. Ce genre de galaxie émet davantage dans ce type de lumière infrarouge. Ensuite, on peut apercevoir des petites galaxies blancs verdâtres. Celles-ci sont particulièrement éloignées. Ça veut dire qu'elles ont un décalage vers le rouge plus élevé, ce qui déplace son spectre lumineux vers les longueurs d'onde maximales de l'infrarouge moyen. Ce qu'on voit sur cette image, ce sont des milliers d'objets. Plus de 2500 sources détectées dans une infime portion du ciel, des sources invisibles auparavant. Et dans ces nombreuses sources, on retrouve des centaines de galaxies extrêmement rouges. Certaines de ces galaxies ultra-rouges n'étaient tout simplement pas visibles pour Hubble. Elles sont si poussiéreuses que seule la lumière infrarouge moyen peut traverser ces nuages et nous parvenir. Et parmi elles, on découvre des galaxies massives, très âgées, qui pourraient avoir formé leurs étoiles bien plus tôt qu'on ne le pensait. Avec cette résolution remarquable, même en infrarouge moyen, les scientifiques scrutent la structuration interne de ces galaxies nouvellement dévoilées. On voit comment la lumière est répartie dans chaque galaxie, ce qui trahit leur forme, leur activité, leur évolution. La distribution de leur lumière, les zones de formation d'étoiles, les cœurs poussiéreux, etc. Ces détails précieux enrichissent notre compréhension de la formation stellaire. Grâce à James Webb, on peut désormais détecter des étoiles jeunes cachées dans les nuages de gaz, étudier la forme précise des galaxies, spirales, elliptiques, irrégulières, comprendre la distribution de la lumière dans ces galaxies, ce qui nous donne des indices sur leur croissance, leur fusion, leur histoire. Identifier des noyaux galactiques actifs, ces trous noirs massifs en formation. Cette image, au cœur d'un petit coin du ciel, devient ainsi une clé pour déverrouiller l'histoire cosmique de notre univers. Pour comprendre comment les étoiles naissent, on doit voir à travers des nuages de gaz et de poussière. Et l'infrarouge, la spécialité de James Webb, traverse ces nuages. On observe ainsi directement la naissance des étoiles.
Ça permet de tester et affiner les modèles de formation galactique. À quelle vitesse les galaxies grossissent? Comment fusionnent-elles? Quel est le rôle de la poussière? Des questions auxquelles nous n'avons pas encore trouvé toutes les réponses. Si le télescope James Webb a suscité autant d'attentes, c'est parce qu'il ne se contente pas d'être un télescope de plus dans la longue série des observatoires spatiaux. C'est vraiment un changement d'échelle. On pourrait dire que c'est le successeur de Hubble, mais en réalité, il dépasse largement ce que Hubble pouvait faire. Et pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur deux choses: la résolution et la sensibilité. La résolution, c'est la capacité à distinguer des détails très fins dans une image. Plus un miroir est grand, plus la résolution augmente, et plus on peut séparer des objets proches qui apparaissent flous ou confondus auparavant. Pour bien comprendre ce que c'est, imaginez-vous sur une route, dans une nuit noire. Vous regardez directement avec vos yeux un point très loin se rapprocher de vous. Au bout d'un moment, quand l'objet est suffisamment rapproché, vous distinguez que ce point est en réalité deux points, les phares d'une voiture. C'est ça la résolution. Et c'est le fait qu'à cause de la distance, vous ne distinguez pas les deux phares, mais vous voyez une seule tache lumineuse. Et donc pour Hubble, ce télescope avait un miroir de 2,4 mètres de diamètre, ce qui lui permettait déjà de faire des images incroyables. Mais le James Webb Telescope, avec ses 6,5 mètres, a presque 3 fois plus de diamètre. Mais la quantité de lumière collectée augmente comme la surface. Donc, on multiplie par plus de 6 la capacité à capter de la lumière. Et ça veut dire qu'il voit plus loin, plus net et surtout beaucoup plus faible. Des objets qui étaient invisibles, noyés dans le bruit de fond, deviennent détectables. La sensibilité, elle, est liée aux instruments eux-mêmes. Le télescope James Webb est conçu pour l'infrarouge. Et pour ça, ces détecteurs doivent être refroidis à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu pour ne pas qu'ils rayonnent dans l'infrarouge et viennent polluer les observations. Et pour éviter ça, le télescope possède un énorme pare-soleil de la taille d'un terrain de tennis, qui le protège du soleil, de la Terre et de la Lune. Et grâce à ce système, les instruments restent froids et peuvent détecter des photons très faibles venant du fond de l'univers. Mais ces capacités techniques ne sont pas qu'une démonstration d'ingénierie, elles ouvrent des portes concrètes. Avec James Webb, on peut observer des proto-étoiles, ces jeunes étoiles qui se forment au milieu des nuages de gaz. Avant, elles étaient invisibles parce que la poussière bloquait la lumière visible. En infrarouge, elles apparaissent entourées de leur disque de matière. On peut suivre leur évolution, voir comment la matière s'organise autour d'elles, et même étudier les disques protoplanétaires, ces structures où naissent les planètes. Alors c'est pas juste joli à voir, c'est une façon de comprendre nos propres origines, de savoir comment le Soleil et la Terre ont émergé dans un nuage de gaz, il y a plus de 4 milliards d'années. James Webb ne se limite pas à nos régions voisines. Il est capable d'aller chercher les galaxies très lointaines, qui se sont formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Là encore, c'est une question de lumière et de temps. Ces galaxies sont si éloignées que leur lumière a mis plus de 13 milliards d'années pour nous parvenir. En plus, l'expansion de l'univers étire cette lumière vers le rouge, jusqu'à l'infrarouge. Hubble pouvait capter une partie de ce signal, mais pas tout. James Webb, lui, est optimisé pour ça. Grâce à sa sensibilité, il a déjà révélé des galaxies qu'on ne soupçonnait même pas. Parfois si jeunes qu'elles remettent en question nos modèles sur la vitesse de formation des premières structures de l'univers. Ces découvertes ne sont pas des curiosités. Elles touchent au cœur d'une question centrale. Comment est né l'univers tel qu'on le connaît? En observant ces galaxies primordiales, on apprend comment les premières étoiles se sont allumées, comment elles ont produit des éléments lourds, comment elles ont structuré l'espace autour d'elles. Sans ces données, notre compréhension reste incomplète, basée sur ces modèles théoriques. Avec James Webb, on a enfin accès à des observations directes de ces époques reculées. Et puis, il y a un aspect qu'on a tendance à oublier. Les belles images spectaculaires qui circulent partout ne sont que la partie visible de l'iceberg. James Webb ne fait pas que produire de jolies photos. Il récolte surtout des données extrêmement précises grâce à la spectroscopie. Quand le télescope observe un objet, il ne capture pas seulement son image. Il décompose la lumière. Et dans cette décomposition, dans ce spectre, se cachent des informations cruciales. La composition chimique, la température, la densité, parfois même la vitesse de déplacement grâce à l'effet Doppler. Prenons par exemple les exoplanètes. Avec Hubble, on pouvait déjà analyser l'atmosphère de quelques planètes géantes, mais de manière limitée. Mais James Webb, lui, est capable de détecter des molécules comme de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone ou du méthane dans l'atmosphère de planètes situées à des dizaines d'années-lumière. Ce n'est pas juste un exploit technique, c'est une manière de savoir si certaines de ces planètes pourraient être habitables.
ou même de chercher des biosignatures, des indices indirects d'une activité biologique. La même logique s'applique aux galaxies. En décomposant leur lumière, on peut déterminer combien d'étoiles elles contiennent, leur âge, leur taux de formation d'étoiles. On peut aussi voir si elles abritent un trou noir supermassif en leur centre, et si ce trou noir influence la formation des étoiles autour. Chaque spectre est une mine d'informations qui dépasse largement l'esthétique d'une belle image. En fin de compte, la force de James Webb, c'est d'unir deux dimensions. La beauté des images, qui captent l'imagination du grand public, et la profondeur scientifique des données, qui alimentent la recherche. Ce n'est pas un simple appareil photo du cosmos, c'est un laboratoire flottant qui collecte des indices pour répondre aux plus grandes questions. Comment les étoiles naissent? Comment les planètes se forment-elles? Quand et comment les premières galaxies sont apparues? Quelles conditions permettent l'émergence de la vie ailleurs? Pour estimer la grandeur du James Webb, on peut parler de quelques observations récentes. Mais il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de magnifiques photos de galaxies ou de planètes qu'on pourrait mettre en fond d'écran comme celle dont on a parlé juste avant. Non. Chaque cliché, chaque spectre, chaque série de données change un petit morceau de notre compréhension de l'univers. Et le plus impressionnant, c'est que ça se produit presque à chaque fois que le télescope pointe son miroir vers une zone profonde du ciel. Prenons d'abord un exemple marquant. James Webb a observé un amas de galaxies massifs utilisés comme une lentille gravitationnelle. Ces amas, par leur gravité colossale, déforment la lumière qui vient de l'arrière-plan et agissent comme une loupe cosmique. Ce phénomène avait déjà été étudié par Hubble qui avait révélé des arcs lumineux spectaculaires, signes de galaxies lointaines magnifiées par la gravité. Mais avec James Webb, ce n'est plus seulement une image spectaculaire, c'est encore plus impressionnant. Là où Hubble montrait quelques dizaines de galaxies derrière l'amas, James Webb en révèle des centaines. Certaines si lointaines qu'elles existaient seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Pour la première fois, on peut mesurer la lumière de ces objets, analyser leur spectre et savoir quelles étoiles elles contiennent, à quelle vitesse elles formaient leur population stellaire. Ça transforme une simple photo en un atlas des débuts de l'univers. Un autre exemple fascinant vient de l'observation de disques protoplanétaires. Hubble avait réussi à en montrer certains, notamment dans la nébuleuse d'Orion. Mais la poussière bloquait toujours une partie de l'information. James Webb en infrarouge a percé ces cocons poussiéreux et a révélé des détails incroyables. On y voit des anneaux, des vides, des structures qui ressemblent déjà à des systèmes planétaires en construction. Et quand les spectres sont analysés, on détecte des molécules comme l'eau ou le dioxyde de carbone dans ces disques. Et ça veut dire que les briques de la vie se trouvent déjà présentes autour d'étoiles encore en formation. Avant James Webb, on avait une idée générale de ce processus. Mais maintenant, on peut le suivre étape par étape. On n'est plus seulement en train de deviner comment la Terre a pu se former. On voit directement des systèmes en train de naître ailleurs. Ce télescope nous a aussi surpris avec la découverte de structures inédites. Par exemple, autour d'étoiles mourantes, les nébuleuses planétaires apparaissent avec une finesse jamais atteinte. Là où Hubble montrait des formes déjà magnifiques, James Webb dévoile des coquilles multiples, des détails de symétrie, des couches de gaz expulsées qui révèlent toute la dynamique des dernières phases de vie d'une étoile. Ces images ne sont pas qu'un plaisir visuel. Elles aident à comprendre comment les étoiles enrichissent le milieu interstellaire en éléments lourds, ce qui conditionne ensuite la formation des futures générations d'étoiles et de planètes. Si on compare ce qu'avaient apporté Hubble et Spitzer, on comprend mieux le bond en avant. Hubble a ouvert la voie avec des images optiques d'une netteté incroyable, comme les fameux piliers de la création. Spitzer lui a montré la puissance de l'infrarouge avec un miroir bien plus petit et une résolution limitée. On voyait la lueur diffuse, on soupçonnait la présence de structures, mais on ne pouvait pas la détailler. James Webb combine les deux, la haute résolution de Hubble et la sensibilité infrarouge de Spitzer, mais à une échelle bien plus grande. C'est comme si on avait réuni leurs forces dans un seul instrument. Là où Spitzer voyait un nuage lumineux flou, James Webb révèle une architecture fine, des filaments, des poches d'étoiles naissantes. Un bon exemple de ce gain, c'est la datation des étoiles. Avec Hubble, on pouvait estimer l'âge de certaines populations stellaires dans les galaxies proches, mais l'incertitude restait grande. Avec James Webb, grâce au spectre infrarouge, on peut affiner ces mesures. Les astronomes parviennent à déterminer l'âge des étoiles avec plus de précision, ce qui permet de mieux comprendre l'histoire de la formation des galaxies. Dans certains cas, ça a même conduit à revoir nos modèles. On pensait que certaines galaxies étaient jeunes, alors qu'en réalité, elles hébergeaient déjà des étoiles plus anciennes que prévu. Et ça, c'est le point clé. Chaque mission ajoute une pièce au puzzle. Hubble a dressé la carte de l'univers visible.
Spitzer a ouvert une fenêtre sur l'infrarouge. Chandra nous a montré l'univers en rayon X. Ensemble, ils ont conduit une vision globale, mais avec des zones floues. James Webb arrive avec un chaînon manquant, capable de lier ces informations, de donner une cohérence et de remplir les vides. L'exploration des profondeurs n'est jamais un saut isolé, c'est toujours un processus cumulatif. Ce qu'on comprend aujourd'hui avec James Webb, c'est aussi grâce aux décennies de travail de ses prédécesseurs. Et le plus intéressant, c'est que ces nouvelles données ne se contentent pas de confirmer nos modèles. Parfois, elles les contredisent, ce qui fait avancer la science. Par exemple, certaines galaxies très lointaines semblent avoir formé des étoiles beaucoup plus vite que ce que prévoyaient nos théories. Ça oblige les astrophysiciens à revoir la chronologie de la formation cosmique, à repenser la manière dont la matière s'est organisée dans les premiers instants. Dans d'autres cas, on découvre des molécules inattendues dans des environnements où elles ne devraient pas exister selon nos modèles chimiques. Chaque fois, James Webb agit comme un test grandeur nature. En résumé, ce que nous savons aujourd'hui grâce à James Webb, c'est que l'univers est encore plus riche, plus varié et parfois plus surprenant que ce qu'on avait imaginé. Les étoiles naissent et meurent dans des environnements qu'on commence seulement à comprendre. Les galaxies lointaines apparaissent plus tôt et plus nombreuses que prévu. Les planètes en formation révèlent déjà les ingrédients de la vie. Tout ça, ce n'est pas une rupture avec les découvertes précédentes, mais une extension, un prolongement, une étape de plus dans ce long chemin où chaque télescope, chaque mission spatiale ajoute une pièce au puzzle cosmique. Cette nouvelle image ne sort pas de nulle part. Elle inscrit un nouveau chapitre dans l'histoire de l'astronomie moderne, où chaque avancée nous rapproche un peu plus des origines de l'univers. Le Hubble Ultra Deep Field, en son temps, était une révolution dans le monde scientifique, une invitation à sonder les confins du temps, une première cartographie de l'univers primordial. Il a montré qu'il était possible de voir loin, plus profondément. Et aujourd'hui, James Webb enrichit cette exploration. Là où Hubble voyait des galaxies lointaines dans le visible et proche infrarouge, Webb ajoute une couche d'informations. Il peut détecter la lumière infrarouge émise par la poussière cosmique, révéler les structures fines et même observer des étoiles en formation à l'intérieur de ces galaxies lointaines. Autrement dit, James Webb ne se contente pas de voir les galaxies. Il nous dévoile leurs secrets cachés. Il nous révèle des nuances invisibles, des formes cachées, des secrets enfouis. Et ça change notre compréhension de l'évolution des nuages de gaz, de la dynamique interne des galaxies en formation. Mais au-delà de l'image spectaculaire, ce que cherchent vraiment les astronomes, c'est à répondre à une question fondamentale. Où et comment naissent les étoiles ? Ces nouvelles données de James Webb apportent des indices cruciaux. Elles nous renseignent sur la densité des nuages de gaz, leur composition chimique, la manière dont ces nuages se fragmentent pour former des étoiles. Chaque petite galaxie dévoilée, chaque zone de poussière détectée, c'est un nouveau morceau du puzzle qui se met en place pour comprendre les conditions nécessaires à la naissance stellaire. Mais surtout, cette observation illustre la complémentarité des grands observatoires spatiaux. Hubble a tracé la voie révélant les grandes lignes de notre histoire cosmique. James Webb, plus moderne et puissant, creuse ses observations, affine les détails et complète le récit. Ensemble, ils forment un véritable dialogue entre passé et présent, entre lumière ancienne et lumière actuelle. Chaque observation apporte une couche supplémentaire d'informations, nous racontant une histoire de plus en plus riche, profonde et fascinante sur l'univers. En résumé, cette image de James Webb n'est pas une simple photo. C'est une clé pour mieux comprendre les origines des étoiles, des galaxies, et donc de tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'univers. C'est une étape majeure dans notre quête pour percer les mystères du cosmos. Grâce à James Webb, on peut voir loin, plus loin que Spitzer permettait, mais aussi avec une meilleure résolution que Hubble. Tous ces capteurs embarqués et miroirs polis et refroidis permettront à l'avenir de rassembler suffisamment d'indices pour répondre à des questions sur l'origine. À la fois sur l'origine de la vie, mais aussi celle de notre univers. Et ça, ce n'est qu'une question de temps. Et ce que nous apprend cette actu, c'est que l'univers a toujours plus à nous dire. Et ça même lorsqu'on regarde à nouveau des lieux que l'on croyait déjà connus. Hubble nous a offert une première vision, fascinante et inoubliable. James Webb, lui, l'enrichit, la densifie, la nuance. Il dévoile une richesse insoupçonnée. Des structures cachées, des galaxies voilées par la poussière, des foyers de naissance stellaire. C'est un pas en avant vers la compréhension des origines de notre cosmos. Il nous dévoile des galaxies actives, mais aussi des galaxies très âgées qui nous étaient invisibles auparavant, nous obligeant à nous poser des nouvelles questions sur les débuts de notre univers.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le Big Bang et toute cette histoire-là, eh bien je vous mets une vidéo ici qui est directement liée. J'espère qu'elle vous plaira, sinon je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer sans prise de tête et vous allez forcément tomber sur un sujet qui vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci aux membres de la chaîne, merci à tous ceux qui me suivent sur mon podcast Mystère Étoile. C'était Zebroulos, à bientôt.